Vraiment l'esprit des amis de l'université, créer du lien social par le savoir. Et ce soir, vous apprendrez beaucoup de choses sur l'écologie avec notre invité qui est Dominique Vendangeon, que vous connaissez bien évidemment pour la raison que c'est la, pour combien, 3e, 4e, voire plus de conférences qu'elle donne pour nous. Peut-être en avez-vous le souvenir. Allez, on fait un petit rappel de cela. Qui a déjà assisté à une de ces conférences antérieurement? Et quel était le sujet? Allez, on y va. Elisabeth, sujet. Pardon, Geneviève. L'avis de tout le domaine du tampon avec le camp des engagés et tout ça. La maladie, voilà. Voilà, alors c'était une conférence en plein air pour ceux et celles qui n'y étaient pas, hélas pour vous, hein, tant pis. Donc c'est sur le parcours de santé du tampon. Il y a en effet l'ancienne usine de Kervegen et Dominique avec Monsieur Fontaine, son prénom m'échappe, Jannick Fontaine. On fait un gros travail justement pour faire en sorte que ce site soit restauré et surtout valorisé par rapport à l'histoire de la canne et surtout le grand possesseur qui était Monsieur de Kervegen. Bon, un bon point. Ensuite, la grippe espagnole, en effet. Oui, alors ça c'était en 2019. Oui, et nous avons plongé dans les remèdes qui étaient utilisés pour cela, le nombre de personnes qui ont péri, etc. Bravo, voilà, dites donc, c'est vrai. Et puis, je vous en oubliais encore une autre. Oui, ben voilà, très bonne Nicole, oui. C'était en effet une question de géostratégie, parce que si je ne me trompe pas, ou si je me souviens à peu près, on aurait repéré un navire japonais dans les parages, en somme. Un midget. Voilà, alors ben, disons un petit mot. Midget, c'est une expression anglaise pour dire un petit boucheron. En réalité, c'était un petit appareil, propulsé depuis un sous-marin japonais, effectivement, qui croisait au large de la Réunion. C'était le I-9. Et dont le voisin de ma maman avait récupéré chez un bouquiniste la traduction du journal de bord du capitaine japonais. Donc tout était parti de là et d'une observation qui avait été faite du côté de Saint-Joseph, justement, où pendant la guerre, un colon de la famille de Waro, voilà, c'est ça, du domaine de Manapani, avait aperçu le fameux midget. Et c'est longtemps resté une sorte, même de la part des historiens, une sorte de, on va dire, vision un peu fantasmagorique à cette présence des Japonais, mais à force de creuser, on a fini par s'apercevoir qu'elle était bien réelle, voilà. Mais que la Réunion ne les intéressait pas particulièrement parce que les côtes sont très inhospitalières et c'était vraiment Madagascar qui était visé. Mais ce travail, peut-être qu'on pourra le représenter à une autre occasion, parce que c'était... moi, j'y avais passé beaucoup de temps, et c'était très intéressant de voir surtout le côté géostratégie qui impliquait l'ensemble des forces alliées dans l'océan Indien, avec des enjeux et des modes opératoires qui dépassaient largement ce qui se passait sur place. Ce qui était intéressant, c'était là l'occasion de faire une sorte d'histoire globale. C'est un petit peu ce que je vais essayer de faire aujourd'hui aussi, à travers l'exemple des Mascareignes et la notion et la naissance d'une écologie avant que le nom officiel n'apparaisse. Alors, autrement dit, permettez-moi le jeu de mots, avec Dominique Vendangeon, c'est un bon cru. Alors, sachez, puisque nous sommes là dans la plaisanterie, que Dominique a évidemment épousé aussi le nom de son mari, mais son nom de jeune fille, c'est Héros. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Ah, bon, alors, autant pour moi. Bon, mais tant pis. Si vous voulez tout savoir de ma vie familiale, c'est Madame Hérault, mais c'est par rapport à mes élèves. Quand j'ai commencé à travailler, je n'étais pas encore mariée, et pour mes élèves, un peu par paresse, j'ai gardé mon nom de jeune fille, du coup je l'ai gardé partout. Voilà, c'est cela. Bon alors, Hérault, vous en connaissez évidemment l'orthographe, ce n'est pas Hérault, Héros-S, n'est-ce pas encore qu'elle soit un peu une héroïne en matière d'histoire, mais Hérault, ce soir, vous aurez devant vous
au sens littéral du mot héros, la messagère du conflit écologique et du développement durable dans l'histoire des Mascareignes. Voilà. Et tenez, vous qui savez beaucoup de choses, quel est le féminin de héros? Si. Et alors là, elle est très bizarre. Tout le monde va dire c'est horrible. Héraldesse. Ah oui, quand on est en héraldique. Bon voilà, je ferme cette parenthèse qui ne vaut rien. Mais je passe aux choses sérieuses. Parce que Dominique a longtemps été la présidente de l'Association des professeurs d'histoire et géographie. Et aujourd'hui, elle préside une autre association qui est celle des familles amies de Capeline 974. Vous savez ce qu'est une capeline, naturellement, c'est ce beau chapeau bien saillant et très gracieux. Et alors pourquoi Capeline? Dis-nous un mot de cela. En fait, c'est un projet qui est porté par mon collègue de Petite-Île, Jannick Fontaine, mais du coup, à travers ce projet, on a décidé de mettre en ligne et apporter de tout public, notamment des parents de nos élèves et des amis, tout un tas de documents, soit à caractère pédagogique, soit à caractère scientifique, et la petite animation qui est en train de passer là, sous forme de vidéo, en réalité c'est une animation sur Internet avec des éléments interactifs, c'est-à-dire que si, là ça va marcher l'interactivité hein, parce que je l'ai transformé en vidéo, mais si on clique sur les petits plus ou sur les petits les images ou les bornes chronologiques, eh bien on a tout un menu contextuel avec des informations complémentaires. Donc c'est ce genre de choses qu'on fabrique et qui est disponible voilà, sur la toile ou à la demande. Et du coup on intervient aussi à la demande auprès des collègues parce que dans notre association il n'y a pas d'ailleurs que des enseignants, il y a aussi des gens de la société civile, on a un ami architecte, enfin bon, toutes sortes de personnes, des chefs d'entreprise, etc. Et l'idée, c'était de ne pas rester justement entre soi dans le domaine de l'enseignement et d'avoir un discours qui ne soit pas un discours de professionnel, mais compris par tout le monde, puisque c'était aussi une grosse difficulté qu'on rencontrait dans notre travail avec nos élèves. Donc bien que je sois à la retraite, ces questions me préoccupent toujours, je dois être un peu intoxiquée. Et voilà, on continue ce genre de choses et on intervient à la demande auprès de collègues. Ça va être le cas, par exemple, on l'a fait à plusieurs reprises. Il n'y a pas longtemps, on l'a fait pour une collègue du lycée Pierre Lagourgue, qui a des élèves de BTS en formation carrière sanitaire et qui s'intéressait aux épidémies qui avaient pu atteindre la Réunion. Donc on a co-construit avec la collègue un certain nombre de documents et un parcours de visite pour ces élèves avec par exemple des QR codes et puis des petits jeux qui vont animer la visite. Voilà. Alors, quand je vous disais qu'avec Dominique nous avions un bon cru, croyez-le, c'est une chercheuse en histoire, elle a brassé des tonnes quasiment, j'exagère, hein, d'archives. Et alors, je termine là-dessus, parce que si vous êtes intéressé, donc sur le site de Capeline, il n'y a guère de semaine où elle ne publie de nouveaux billets. Je vous en donne une idée. Le 28 septembre dernier, c'était la carte du site de Bel-Air. Le 26 septembre, c'était vaccination, variole et tétanos. Le 9 juin, c'était la santé dans les camps des engagés. Le 10 avril, la mise en sucre du tampon. Le 10 avril, même jour, les acquisitions foncières de Gabriel Lepoit de Kervegen. Et je vais m'arrêter là. Le 9 mars, c'était la dynastie Kervegen. Donc voilà, vous avez une vraie historienne devant vous. Allez, je te laisse la parole et nous entrons dans le vif du sujet. Bonne soirée. Enfin, une petite remarque. Les articles que tu as cités, c'est un carnet de recherche en fait qui a été agréé sur un collectif d'universitaires qui s'appelle hypothèse.org. Donc ils ont accepté notre travail et on publie régulièrement l'avancée de nos travaux sur, ça s'appelle belairhypothèse.org. Après on a une page Facebook, voilà, et sur laquelle on met les informations concernant histoire, géographie, questions environnementales, pas seulement de la Réunion mais de l'ensemble des Outre-mer ou des Mascareignes. Donc voilà, on y va. Voilà, donc cette petite animation, au cours de la présentation, il y aura un QR code et vous pourrez y accéder et l'enregistrer si vous le souhaitez. Voilà. Donc je vais mettre la présentation en plein écran.
Alors, donc affichage plein écran, voilà. Et on démarre avec cette magnifique tortue qui va nous accompagner tout au long de ce voyage diachronique, un peu long, parce qu'il va traverser presque 3 siècles d'histoire. Alors ça peut paraître un peu ambitieux, et ce sera forcément un survol, donc incomplet, mais qui va permettre de se rendre compte de 3 choses. La première, c'est que la notion d'écologie, même si le mot n'apparaît que à la fin du 19e siècle, en fait, c'est une préoccupation extrêmement précoce et qui semble naître justement dans les îles Mascareignes. Du moins, c'est la thèse qui est développée par Richard Grove, un chercheur d'origine britannique qui a enseigné à Cambridge et qui s'est intéressé un peu à tout. Il est non seulement géographe, historien, mais s'intéresse aussi au monde des sciences. Et c'est lui qui est le premier à considérer que ces îles qui paraissaient paradisiaques au moment, à l'issue des grandes découvertes, au moment de la première colonisation européenne, eh bien, ont connu très rapidement des dégradations qui pouvaient sembler, dont certaines ont été irréversibles, puisque des espèces ont complètement disparu. Et il y a eu très tôt une prise de conscience, et vous verrez, non seulement de la part de la puissance publique, mais aussi de la part de particuliers ou de groupements de personnes, sur la nécessité de prendre des mesures de conservation, ou on pourrait dire ça aujourd'hui, hein, de développement durable. Voilà. Donc, cette tortue, elle a longtemps servi de garde-manger pour les navigateurs qui accostent la Réunion, et c'est un peu le sens de la citation que j'ai mis ici en introduction. Samuel Castleton, Eden Island est le nom qu'un de ses collègues qui avait déjà visité l'île avant lui donne à la Réunion, à l'île Mascarin. Et il est émerveillé, Castleton, quand il aborde dans cette île déserte, parce que non seulement il y a des tortues à profusion, donc l'avantage des tortues, c'est que la chair est très bonne, on peut les manger, la carapace, on peut faire beaucoup de choses avec, mais en plus, les marins, dès qu'ils débarquent, se portent beaucoup mieux. Ils sont en meilleure santé, la pureté et la salubrité de l'air guérit l'ensemble des malades du navire. Et puis, les bois dans les forêts permettent de procéder à toutes sortes de réparations pour des navires souvent mis à mal par plusieurs mois de navigation à une époque où le canal de Suez n'est pas encore ouvert. Le problème, c'est qu'un siècle plus tard, il n'y a plus de tortues du tout. Il n'y a plus de tortues, un certain nombre d'oiseaux ont disparu, des chauves-souris, les forêts, elles ont reculé, et puis l'air n'est peut-être plus aussi salubre. Alors tout ça, on le sait, mais ce qu'il est moins, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la prise de conscience qu'on peut qualifier aujourd'hui d'écologique, elle est quasiment contemporaine justement de cette occupation européenne de ces paradis tropicaux. Les représentants de la Compagnie des Indes eux-mêmes, et puis à partir de la rétrocession des îles vers 1764, avec effet effectif en 1767, les gouverneurs, au nom du roi de France, alertent très précocement les atteintes faites à l'environnement et prennent des mesures parfois mal ressenties par la population des îles. Le mot écologie lui-même, il est créé seulement en 1866, mais et puis il va connaître une existence jusqu'à nos jours assez riche, puisque le sens va varier, les préoccupations vont varier, on va mettre beaucoup de choses assez différentes entre 1866 et nos jours dans ce terme. Mais toujours est-il que cette prise de conscience de la fragilité d'un milieu, de ce que nous appellerions aujourd'hui un biotope, et de la possibilité éventuellement de procéder à des formes de résilience, moyennant des efforts personnels ou collectifs, eh bien, apparaît à ce moment-là. Et c'est ce qui a motivé ce travail de recherche. J'avais été frappée il y a plusieurs années par la lecture de cet ouvrage que je vous ai mis en illustration,
hein, les îles du paradis de Richard Grove et un certain nombre d'autres ouvrages déclinés sur le même thème. Donc ce voyage, nous allons le faire en 3 étapes, avec justement l'accent mis sur la manière dont cette prise de conscience se fait sur l'ensemble des 3 îles. Et puis par la suite, la contradiction qu'il peut y avoir, ce qu'on appellerait en créole un râler-pousser permanent, entre la nécessité de se développer économiquement et socialement, et puis d'autre part, la nécessité aussi de protéger les ressources. Et donc, sans arrêt, il y a des équilibres qui sont atteints, malmenés, démolis, et on recommence, et on est jusqu'à aujourd'hui. Hein, et les combats sont loin d'être terminés aujourd'hui. Les combats, je veux dire, les divergences d'opinion entre les différents groupes sur ces questions de développement économique, social, et bien sûr, en ce qui concerne les milieux naturels ou marins. C'est là-dessus que va porter la 3e partie, développement durable et développement... Ah, mais il manque un morceau. Développement durable et développement économique aujourd'hui, les héritages, avec l'ensemble des projets qui ont été pour l'instant actés sur les 3 îles des Mascareignes, en incluant Rodrigue, et le changement d'échelle en ce qui concerne les intervenants. Donc voilà, on va tout de suite passer à la première partie, ça va être aussi bien. Voilà, prise de conscience écologique précoce, vous avez une très jolie carte qui est conservée aux archives d'Aix, mais que l'on trouve sur le site de la Bibliothèque nationale de France, la carte d'Étienne de Champion avec la baie de Saint-Paul, qui est intéressante parce qu'elle montre, lorsqu'on l'a en grande résolution, vous avez dans le tableau à droite le nom absolument de tous les occupants, de tous les premiers concessionnaires de la baie de Saint-Paul. Alors évidemment, ces personnes s'installent non pas dans la caverne des premiers Français, hein, mais plutôt en arrière de l'étang, et ils défrichent. Ils défrichent aussi bien pour construire leur maison que pour se construire des petits canaux, que pour faire du feu, pour se faire à manger, et puis pour planter un certain nombre de graines, de semences, modifiant de façon irréversible bien, ce qu'on appelle le milieu naturel. Et puis évidemment, ce sont d'excellents chasseurs. Ça, c'est une grande activité qui passionne, peut-être encore aujourd'hui, beaucoup de Réunionnais. Hein, on continue à chasser les tangs et d'autres choses. Voilà. Mais à l'époque, on adore chasser tout. Alors, il y a ces gros oiseaux qui sont faciles à attraper, comme le solitaire de Bourbon. Bon, c'est pas lui que je vous ai mis en image au-dessus du sous-titre, alerte à Mavel. Là, ça, c'est plutôt la huppe de Bourbon qui a complètement disparu. Mais le solitaire, c'est pareil. Il ne ressemble pas du tout au dodo de Maurice, mais il disparaît très très rapidement. À l'île Maurice, ce sont les bois d'ébène qui sont mis en coupe réglée par les Hollandais dès les tout débuts de la colonisation. Je vais revenir, je pourrais peut-être modifier l'ordre. Ici, c'est une carte ancienne. Alors, si vous regardez la flèche ici, en fait, l'indication du nord, en fait, il faut que vous penchiez votre tête à 45 degrés hein, pour reconnaître la physionomie de l'île Maurice. D'accord? C'est-à-dire que Port-Louis est de ce côté-là, et là, vous avez donc le port d'origine où a été construit le premier fort ici, qui deviendra donc Mahébourg. Et j'ai choisi cette représentation cartographique de Maurice parce que justement, elle vous montre à la fois, il est très sensible cet ordinateur, elle vous montre à la fois les arbres du littoral. C'est là qu'on trouve plutôt les ébéniers qui aiment un milieu
plutôt relativement secs, et puis les bois de l'intérieur de l'île, dont il reste encore aujourd'hui un échantillon du côté de la réserve de Rivière-Noire. Ce qui est intéressant aussi dans cette image, c'est qu'on y voit le cartographe qui a représenté des animaux familiers, des vaches en particulier, alors soit paisibles comme ici, soit un peu courroucé, un bœuf qui défend son territoire, un taureau, on pourrait même dire, et qui est chassé justement par les premiers habitants de Maurice, qui ne sont pas des habitants pérennes, les habitants hollandais, on va y revenir. Et ces animaux ont été introduits depuis longtemps, bien avant le début de la colonisation officielle et de l'implantation humaine par les marins qui débarquent des animaux, tout simplement pour qu'ils se reproduisent librement et qu'ils puissent avoir des vivres. Hein. Donc c'était aussi, à chaque relâche, l'occasion de manger non seulement bien sûr de la tortue, mais aussi des chèvres, des cabris, des vaches, des volatiles, toutes sortes de choses. L'un des premiers gouverneurs de Maurice, d'ailleurs, Van der Stel, c'est lui qui introduit des cerfs aussi de Java. Très vite, au niveau des Hollandais, la VOC, la Compagnie des Indes orientales, Verenigd Oost-Indische Compagnie, j'ai pas l'accent néerlandais, hein, mais bon, voilà, la VOC, intime l'ordre à Van der Stel de procéder à l'abattage des ébéniers, dont il y a une grande quantité à l'île Maurice. Alors Nicole Diospyros, je crois. Voilà, il y avait... Exactement. Il y avait apparemment, d'après ce que j'ai lu, 11 espèces de Diospyros à l'île Maurice, et c'est un bois très très recherché, et les Hollandais, fidèles à leur habitude, comme ils l'avaient fait à l'époque pour le café ou pour la girofle, eh bien, ils veulent avoir l'exclusivité du commerce de ce bois d'ébène et ordonnent à Van der Stel de procéder à un abattage intensif. Le problème, c'est qu'il est arrivé vers les années 1745 ou 46 dans l'île avec un équipage de 70 personnes, plus ou moins de bonnes recommandations et fréquentations. Là-dedans, il y a des repris de justice, la moitié sont malades, et donc il ne dispose que d'une quarantaine d'hommes pour abattre ces arbres. Résultat, ces hommes, ils sont quasiment en plus sous les ordres, j'allais dire, purs et durs de ce premier gouverneur. Et l'île Maurice, il faut se rendre compte, c'est quasiment une colonie pénitentiaire dans les tout débuts de sa colonisation. Et très rapidement, Van der Stel est obligé de mener une expédition dans la baie d'Antongil à Madagascar pour se chercher de la main-d'œuvre. Évidemment, ce sont les premiers esclaves. Hein. Il ramène une centaine d'hommes, 105 ou 108, pour procéder à l'abattage des arbres, parce que le bois d'ébène est extrêmement dur, il y a une très forte densité, et c'est un bois finalement qui est difficile à manipuler, à manœuvrer, et à surtout entasser à bord des bateaux. Grosso modo, on procède à l'abattage de... Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois que c'était de l'ordre de 400 ou 500, en quelques années, hein, en l'espace de même pas une dizaine d'années, il procède à l'abattage de 400 ou 500 arbres pour le compte de la Compagnie des Indes néerlandaise, et qui sont acheminés soit vers Batavia, soit directement en Europe. Les Malgaches qui sont introduits de force dans l'île pour procéder à l'abattage des arbres, il y en a un certain nombre, plus de la moitié quasiment, qui profitent de l'occasion dès qu'il y a tellement peu d'hommes, tellement peu de Hollandais comme encadrement, qui vont devenir très rapidement les premiers marrons de l'île. Et vont essayer eux aussi de se réfugier à l'intérieur de l'île, moins inaccessible que dans les hauts de la Réunion, mais avec à l'époque des forêts encore suffisamment touffues pour leur fournir à la fois de quoi subsister, de quoi se nourrir, mais aussi éventuellement de quoi se mettre à l'abri des regards indiscrets. Alors cet aspect du marronnage est intéressant aussi. On va y revenir dans la deuxième partie de l'exposé. Mais là aussi, il y a
dans un premier temps, une forme de dégradation, parce qu'à la suite de ces hommes, ce qui va les suivre aussi, ce sont des chats et des rats, qui sont bien contents de profiter des restes. Alors, outre les ébéniers, ce sont les dodos qui disparaissent très rapidement, les tortues qu'on entasse par centaines sur les navires de passage, et puis tout un tas de gibier à l'ivresse de la chasse. Des premiers colons qui ne se donnent dans ce domaine-là aucune limite. Si on suit l'exemple des tortues, les tortues, eh bien, leur disparition suit une avancée de front pionnier, mais cette fois-ci qu'on pourrait qualifier d'insulaire. Je prends l'exemple de la Réunion. Dans un premier temps, elles pullulent, donc on les ramasse à la pelle, on a l'impression que la ressource est inépuisable, parce qu'on ne connaît pas en fait très bien leur cycle de reproduction, et on s'en préoccupe très peu en réalité. Par la suite, au niveau des tortues terrestres, il n'en restera que dans la partie sud de l'île. Dans un premier temps, il n'y a que la partie nord de l'île qui est ouverte à la colonisation. Il y a une première frontière imposée par les premiers gouverneurs, qui va s'arrêter dans un premier temps vers la ravine Saint-Gilles, puis par la suite la rivière Saint-Étienne va servir de limite à une réserve de chasse et réserve foncière dans le sud de l'île, et enfin ce sera la rivière d'Abord. Et le nom malgache qu'on donne à cette réserve de chasse et réserve foncière, c'est Mahavel. Donc dans un premier temps, les tortues qui restent, qui survivent, elles sont à Mahavel. Malheureusement, très vite, malgré l'interdiction faite par les gouverneurs, il y a tout un tas de colons qui n'ont absolument rien à faire de ces interdictions et qui profitent de l'occasion pour aller chasser et récupérer tout un tas de tortues. Donc elles finissent par disparaître aussi du sud de l'île. Résultat, on va les chercher à Maurice, où il y a beaucoup moins de monde. Et là également, elles disparaissent. Ce n'étaient pas tout à fait les mêmes espèces entre Bourbon et Maurice. Donc à Maurice, elles disparaissent entre 1638 et 1721, d'abord du fait des Hollandais, par la suite c'est des Français. Alors à partir de 1735, on s'est rendu compte que tout de même l'habitude avait été prise à bord des bateaux d'embarquer cette viande qui était facilement conservable, d'autant que les tortues, lorsqu'on les entassait sur les bateaux, il n'y avait pas besoin de les nourrir ou de leur donner à boire. Elles pouvaient se conserver plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, avant qu'on ne les déguste. Donc ça faisait une réserve de chair fraîche et qui prémunissait aussi contre un certain nombre de maladies. Donc à partir de 1735, les colons se tournent vers l'île Rodrigue, beaucoup plus loin. Elle est à 600 km à peu près de Maurice, et un poste de ramassage est créé spécifiquement dans l'île Rodrigue pour acheminer les tortues, soit vers l'hôpital de Maurice, puisque c'était la nourriture aussi des marins qui ont débarqué, victimes de toutes sortes de maladies, pas seulement du scorbut, et puis bien sûr pour l'approvisionnement des vaisseaux, comme on l'a indiqué. Au total, c'est pas loin de 10 000 tortues qui sont prélevées par an. C'est énorme. Alors, elles étaient à peu près 300 000, vous vous doutez bien que très rapidement, malheureusement, les pauvres tortues font les frais de cet appétit de circulation et de navigation dans l'océan Indien. Donc dès la fin des années 1750-1760, très rapidement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, alors on va plus loin. C'est ce que j'appelle un front pionnier. Il se tourne à ce moment-là vers les Seychelles. On va les chercher dans les îles Seychelles vers 1770. Et là, régulièrement, des opérations sont menées. Il y a même des colons réunionnais ou mauriciens qui s'installent aux Seychelles. Kervegen, justement, s'approvisionne également en tortues qu'il revend dans l'île, aux Seychelles. Donc, les colons qui sont là-bas, ils mangent quelques tortues, ils en expédient plein vers les Mascareines, Maurice ou la Réunion. Et puis, dès le début du 19e siècle, eh bien, là aussi, les tortues se sont raréfiées, parce qu'on ne s'est pas du tout préoccupé du renouvellement de la ressource. Du coup, on cherche dans les îlots avoisinants. Et il reste celle d'Aldabra, un atoll. Et c'est là qu'on va aller chercher vers 1830. L'atoll d'Aldabra est devenu l'unique source d'approvisionnement de tout l'ouest de l'océan Indien. Et aujourd'hui,
C'est de cet atoll-là que les tortues géantes sont réintroduites dans les îles de Maurice et de Rodrigue, mais par précaution, à l'intérieur de parcs clôturés et sous des autorités qui surveillent qu'on ne leur porte plus atteinte. Alors je vous ai mis ici comme image sur la diapositive une image qu'on trouve fréquemment sur la toile en particulier pour représenter théoriquement les premières tortues de la Réunion, mais en fait elles ne ressemblaient pas du tout à ça. L'image en question, elle provient de cet ouvrage qui a été publié en Allemagne, Historia Testudinum, entièrement écrit en latin, mais qu'on peut trouver sur Gallica, donc je vous l'ai mis page 172. Il y a la description en latin de la tortue en question. L'auteur, un certain Schöpf, ne les a jamais vus, il n'est pas allé sur place. Il transcrit en fait des témoignages qu'on lui a indiqués. C'est tout un livre sur tout un tas de tortues du monde, européennes, indiennes, etc. Et en fait, c'est la tortue indienne. Celle qui est spécifique à Bourbon, elle a été étudiée par un certain nombre de chercheurs réunionnais. Donc ici, je vous ai mis un petit tableau qui correspond à une partie du travail de Turpin et Probst, donc à la fin des années 90, sur Cylindra-Spis borbonica, qui est la véritable tortue bourbonnaise dont on ne connaît que des os. On ne sait pas du tout l'apparence qu'elle avait. Et ils se sont basés, ils ont fait entre autres une recherche toponymique à partir des cartes IGN, des indications marquées sur les cartes IGN, de tous les endroits qui pouvaient s'appeler carrosse, ou bien des déformations canotes, parc à tortue, piton tortue, etc., pour repérer les lieux où éventuellement auraient pu avoir existé les tortues. Ça leur a permis dans leur travail de recherche universitaire de faire une estimation de l'implantation des tortues en question. Quand est-ce que les tortues ont disparu à peu près à La Réunion? À La Réunion, elles disparaissent dès les années 1740, 1730, 1740. Voilà. Donc, je reviens à ma diapositive de départ. À Maurice et à Rodrigue, ce sont d'autres animaux qui disparaissent, à part les dodos, un certain nombre de perroquets. Alors le pigeon rose n'a pas complètement disparu, il restait de rares couples qu'on a pu préserver, et le 5 de Telfer, qui ont pu être non pas réintroduits, mais comment dire, voilà, multipliés dans des réserves, notamment sur la côte, enfin dans les îles autour de Maurice. Alors, j'ai évoqué l'expression de front pionnier. Là, je vais revenir sur la Réunion. Donc, on a vu avec l'exemple des tortues l'extension d'un front pionnier entre les îles, c'est-à-dire l'exploration de ces îles est menée aussi dans un souci d'approvisionnement, tout simplement. C'est pas seulement un pur souci géographique ou bien on est dans la lancée encore des voyages d'exploration, de découverte. Il y a vraiment un intérêt à maintenir son équipage plus ou moins en bonne santé et capable de manœuvrer et d'être actif sur les navires. Mais à La Réunion proprement dit, donc, on a comme ça une série de fronts pionniers en direction d'une part du sud, de Mahavel, dont nous faisions partie jusque vers 1715, et en direction des Hauts. Donc c'est ce petit schéma que j'ai mis là, qui peut être utilisé éventuellement en classe. Voilà. Donc jusqu'en 1680, il y a très très peu d'habitants. Mais ce petit nombre d'habitants, 250 habitants, ça suffit pour faire un certain nombre de dégâts irréversibles sur la faune et la flore. Voilà. Alors, dans la deuxième partie, hein, ici, j'aurais pu aller jusqu'en 1764-67, rétrocession de l'île au roi de France. Mais ce n'était pas intéressant. La partie sud, elle est ouverte à la colonisation à partir de l'injonction faite en 1715
par la Compagnie des Indes orientales de cultiver le café. Les colons sont obligés de planter une partie de leur concession en café et d'approvisionner les magasins de la Compagnie des Indes parce que celle-ci cherche avant tout à être rentable. Hein, c'est une compagnie de commerce dans un premier temps et il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc c'est cette culture du café qui va ouvrir le sud à la colonisation et faire reculer drastiquement ce fameux espace de réserve et de chasse. De l'autre côté de l'île, la déforestation se poursuit aussi. En 1723, c'est la création du quartier de Saint-Benoît et il ne reste plus finalement que la zone en gros du volcan et les pentes externes du volcan qui restent à peu près vide d'hommes en installation permanente, mais pas vide de chasseurs ou d'explorateurs ou de tueurs de toutes sortes d'animaux à l'occasion. Le gros changement intervient aussi avec la mise en sucre de l'île. Elle est très précoce dans l'île, alors pas aussi précoce que dans les Antilles, etc., mais par contre l'industrialisation, oui, puisque dès les premières machines à vapeur sont introduites en 1817, mais dès 1820-21, on sait que des machines à vapeur existent aussi dans le sud ou dans l'est de l'île. Et pour que les installations soient rentables, il leur faut un approvisionnement en canne suffisamment conséquent. Alors rebelote, là c'est un nouveau coup d'expansion à la déforestation qui est mené à partir de la mise en industrialisation, la mise en sucre de l'île, selon l'expression de Jean-François Giraud. Le nombre d'habitants a considérablement augmenté et il va continuer d'augmenter, puisque à la main-d'œuvre esclave, à partir de 1848, on va affranchi à partir de 1848, on va adjoindre à une arrivée massive de travailleurs venus d'Inde, d'Afrique orientale ou de Madagascar. Donc ici, c'est une reconstitution de la carte de Célozem qui a été faite par mon collègue Jenny Fontaine. Nous l'avons exposée à Bel Air, à l'EHPAD du Tampon. Voilà, elle est sur une grande table, et donc chacun peut y lire clairement le nom des premiers concessionnaires. Là, c'est à partir de 1715, donc Célozem, cartographie en 1735, donc très tôt, les premières concessions qui ont été attribuées à partir de l'ouverture des terres du Sud. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est la limite basse de la forêt, que vous voyez, hein, les arbres ici en hauteur. Alors très tôt, les autorités vont se rendre compte qu'il faut quand même préserver cette forêt des appétits des colons. Et même si vous avez l'expression dans certains actes notariés du style du battant des lames au sommet des montagnes, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Très très tôt, les autorités vont s'occuper de constituer ce qu'on appelle le domaine. Et il va y avoir dans les hauteurs une zone absolument non autorisée à la mise en concession ou à la mise en culture. De même qu'on va mettre très tôt ce qu'on appelle sur le littoral le pas du roi, qu'on appelle aujourd'hui les pas géométriques. Là, 100 mètres à partir des plus basses eaux, de la marée la plus basse. Alors, c'est cette limite du domaine. Vous pouvez encore en apercevoir des vestiges lorsque, venant du tampon de Saint-Pierre, vous franchissez le col de Bellevue, en redescendant sur la plaine des Palmistes, tout en regardant la route, un œil sur la route, un œil à droite, et vous regardez ces rangées de cryptoméria, voilà, qui marquent la limite du domaine de l'État. Donc, face à ces débrétations, rapidement, les autorités s'en émeuvent et les premiers gouverneurs tentent d'imposer des limites. Vous voyez que c'est très tôt, hein, parce que l'ordonnance de Jacob de la Haye, 1674, on est vraiment pas loin des débuts de l'occupation définitive de l'île. Vous arrivez à lire? Voilà. C'est moi qui ai souligné en rouge les interdictions qui sont faites
notamment la chasse aux poissons et surtout la chasse aux tortues de terre. Alors, le prélèvement de tortues de terre n'est pas totalement interdit, mais il faut en référer au gouverneur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'ai souligné en rouge dans l'article 17, que chacun fera des efforts de bonne volonté pour prendre et châtier les déserteurs de la montagne. En fait, ces déserteurs de la montagne, c'est comme à l'île Maurice, les premiers marrons, hein, puisque les premiers compagnons d'Étienne Renaud sont parmi, enfin les malgaches qui l'accompagnent vont être parmi les premiers marrons, et ce besoin de marronnage va perdurer jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Ces interdictions, visiblement, ne sont pas suivies à la lettre. Hein. L'obéissance n'est pas ce qui caractérise le mieux le colon créole. Et il faut, aux archives, on trouve sans arrêt dans les archives de la Compagnie des Indes des interdictions qui sont sans cesse renouvelées. Donc j'ai mis comme exemple un autre, hein, Jean-Baptiste Drouillard est un gouverneur moins connu, en 1687, vous voyez, on n'est pas longtemps après. Il est ordonné à tous les habitants du quartier de Saint-Paul d'aller 2 fois la semaine seulement à la chasse au cabri et 1 fois la semaine à la tortue de terre. Et vous voyez là la différence, la limite dont je vous ai parlé tout à l'heure, défense de passer la rivière de Saint-Gilles, puisque au-delà, c'est ce fameux domaine qu'on cherche. C'est en quelque sorte une réserve naturelle, avant l'heure. Donc, on aimerait que tout le sud fût une réserve naturelle, mais les colons aiment trop la chasse, sans contrainte, etc. Et il faut attendre 1713 pour qu'un édit royal sauve les dernières tortues. C'est-à-dire un édit qui va mettre définitivement fin au prélèvement de tortues à Bourbon. Voilà. Par contre, on continue à les prélever, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur Maurice, Rodrigue et les autres îles. En fait, dans l'île, il est déjà trop tard. Et les forêts elles-mêmes sont abattues encore plus intensément, notamment au milieu du XVIIIe siècle, au moment de la guerre de 7 ans, la guerre franco-anglaise, parce qu'on a à ce moment-là besoin, aussi bien à Maurice qu'à La Réunion, Bourbon-La Réunion, de bois pour les navires de guerre. Il y a une forte demande, soit pour la réparation, soit pour la construction de bâtiments, et une déforestation massive se met en place à ce moment-là. Non seulement pour ces navires-là, mais aussi pour les canaux, pour le cabotage qui commence à s'accentuer sur les côtes de l'île, puisque le sud s'étant développé, et comme il n'y a pas de route commode pour relier par terre les quartiers, le quartier de Saint-Denis, ou les quartiers de l'Est et les quartiers du Sud, du coup, c'est beaucoup plus facile, façon de parler, parce que si vous avez pris la mer, vous vous rendez compte que c'est pas toujours si facile que ça, mais en tout cas, on le fait par cabotage. Alors, à l'île Maurice, c'est l'intendant Pierre Poivre, qui tente de rationaliser le plus énergiquement possible l'exploitation des ressources des 2 îles Mascareignes. À l'époque, donc, Maurice a été choisi comme tête de pont des Mascareignes. Bourbon est donc un petit peu sa cadette. Et c'est d'abord à Maurice que Pierre Poivre tente d'acclimater et de mettre en place des mesures conservatoires. Alors, acclimater, un jardin d'acclimatation, il en a l'idée. Jardin des Pamplemousses, il en est l'un des créateurs. Et acclimatation parce qu'on essaye d'y introduire un certain nombre de plantes qu'on considère comme utiles, soit pour les colonies elles-mêmes, soit pour le commerce, soit pour les acclimater par la suite aussi en Europe. Elles vont garnir des serres royales ou des serres princières dans l'ensemble du continent. Alors, giroflier, qui va faire la fortune de Bourbon pendant un certain temps, la muscade, à Maurice comme à La Réunion, les arbres à essence et un certain nombre de cultures vivrières. On développe le riz. C'est à cette époque-là qu'on commence à introduire aussi les fameux mangoustans, les litchis, etc.
L'inconvénient de ces espèces, c'est qu'une fois qu'elles sont introduites chez des particuliers, on ne vérifie pas toujours leur capacité d'essaimage. Et c'est quelque chose qui va être pris en compte beaucoup plus tardivement. Là, j'ouvre une parenthèse, c'est aussi un aspect qui a été débattu pour la création du parc des palmiers sur la commune du Tampon. Alors, Pierre Poivre est l'un des administrateurs les plus rationnels de l'époque. Il est membre de la prestigieuse Académie des sciences qui avait été créée sous Colbert. Il fréquente son ami Jussieu, avec qui il est en correspondance assidue, et des botanistes comme Pierre-Laurent de Rennes ou Philibert Commerson, qui est membre de l'expédition Bougainville. Nicole vous en a déjà parlé. Et surtout le jardinier Richard. Et Richard, lui, va s'occuper de créer un jardin botanique à Versailles, au Petit Trianon, dans lequel justement des espèces de l'île Bourbon en particulier vont être introduites et offertes aux filles de Louis XV. Plusieurs espèces rares y sont donc acclimatées. Et l'idée de ces jardins, c'est l'idée un peu nostalgique d'un paradis perdu, d'un Éden dont on sait déjà qu'il a disparu. Alors, ces préoccupations écologiques ne concernent pas seulement les administrateurs comme Pierre Poivre, je l'ai pris comme exemple, hein, il y en a d'autres, mais même des particuliers. Jérôme Froger, professeur d'université à La Réunion, avait eu l'occasion de lire le mémoire d'un colon mauricien qui s'appelle Bolgert. Je ne me rappelle plus de son prénom, Auguste, je crois. Bolgert, non, c'est pas Auguste. Et qui avait accumulé un grand nombre de concessions à l'est de Maurice, en particulier, sur lesquelles il avait mis en exploitation des forêts, dont il coupait une partie pour être exploitée. Il avait monté une scierie, mais qu'il replantait régulièrement, et d'autre part des cultures vivrières. Il avait même mis en place sur ces domaines un système de rotation, c'est-à-dire que ces champs en culture vivrière étaient régulièrement replantés en forêt. Et il alternait comme ça, il avait mis en place une rationalisation, une gestion très très raisonnée, et on pourrait dire aujourd'hui, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'agroforesterie en fin de compte. Voilà. Il avait mis ça en place avant l'heure, il était très content de son système, et il se rendait compte que ça lui permettait, par rapport à d'autres colons mauriciens qui, eux, se sont ruinés pendant cette période, notamment pendant la guerre de 7 ans, ça lui a permis, lui, de maintenir la productivité de ces domaines. Donc, le gouvernement mauricien lui demande un mémoire, et c'est ce mémoire que Jérôme Froger a lu, et qui permet de se rendre compte de sa démarche. Alors, je vais me permettre de vous lire un tout petit extrait du mémoire en question. En exploitant ses forêts en bon père de famille, il en retirait un revenu honnête. Alors, il parle en fait du colon à la 3e personne, hein, et se le ménageait et à ses enfants pour de longues années. Il ne se permit d'abattre que les bois propres à la construction, réservant les baliveaux avec le plus grand soin et distribuant les chemins nécessaires à l'extraction avec la plus grande économie. À mesure qu'une partie de la forêt fut dépouillée, elle fut couverte de vivres. Et tout le long du mémoire, on a comme ça un certain nombre de recommandations pour une gestion, en fin de compte, durable de la ressource, aussi bien culture vivrière que de la ressource forestière. Donc, en quelque sorte, un développement durable avant l'heure. Le problème, c'est que dans les deux îles, avec les progrès du temps et la mise en industrie, dans un premier temps, on essaye de développer la population, le nombre d'hommes pour le travail. C'est ça qui omnibule les décideurs et aussi les propriétaires. Donc voilà, j'ai mis croisser, multiplier, donc c'est une chose que vous connaissez tous, hein, les engagés qui arrivent à La Réunion, ils sont plus du double à l'île Maurice, et je vous ai mis dans un raccourci intense le bilan démographique en 2019, hein, où on passe aux alentours de 260 000
habitants. Alors, ce chiffre de 260 000 habitants, il va se maintenir assez longtemps parce qu'il va y avoir des épisodes drastiques qui vont empêcher la population d'augmenter. Une fois que l'apport migratoire avec l'engagisme s'essouffle, notamment c'est l'introduction des épidémies, variole, choléra, une épidémie de choléra en 1852 qui décime une bonne partie de la population, et puis plus proche de nous, l'épidémie de grippe espagnole en 1919 qui a fait des ravages considérables, perdure, il y a des vagues jusqu'en 1920 puisqu'on trouve une mortalité un peu excessive jusque dans ces années-là. Et il va falloir attendre péniblement les années de la départementalisation, 1946, pour qu'à un peu plus de 300 000 habitants, on passe aux chiffres que nous connaissons aujourd'hui. En illustration, je vous ai mis Buchiana, qui est un engagé de la famille Kervegen, arrivé tout jeunot à bord du bateau qui s'appelle Canova, qui appartenait à la famille Kervegen. Il a été recruté à Yanao, pas sûr que ce soit de son plein gré. Quand je dis tout jeunot, c'est qu'il a moins de 20 ans, il fait partie de la catégorie des moins de 20 ans. Il est engagé officiellement, il est sur le registre du navire, il est présenté comme tailleur et il est sans doute engagé comme domestique par la famille Kervegen. Il va rester très très longtemps au service de la famille et retournera à la fin de plusieurs renouvellements de son contrat d'engagement. Il va retourner en Inde. Alors j'ai résumé ici, pareil, c'est un schéma plutôt à caractère pédagogique, l'ensemble des atteintes et des modifications qui sont apportées avec ces différentes étapes du peuplement de l'île, entre les débuts de la colonisation, l'arrivée des esclaves dans un premier temps, et puis les engagés. Alors, je vais revenir sur la population des esclaves. En 1708, ils ne sont que 268 adultes. En 1736, il y en a déjà 500, puis avec la mise en café, 23 000 en 1779. À Maurice, l'île ne comptait que 1000 habitants en 1735, mais 15 000 esclaves en 1767. Or, ce qui est important, c'est moins le nombre d'esclaves que ceux qui s'enfuient dans les forêts. On en a parlé tout à l'heure et j'ai évoqué dans un premier temps l'aspect plutôt prédateur de leur installation, à La Réunion en particulier, dans les hauts de l'île. Parce qu'ils s'installent dans des endroits qui au départ sont plutôt inaccessibles. Et forcément, ils commettent à leur tour des déprédations parce qu'ils ont besoin de se nourrir, ils sont loin des habitations et il faut se nourrir avec ce qu'il y a sur place. Ils ont volé au moment de leur fuite ou par la suite lorsqu'ils font des descentes sur les habitations des semences, donc ils défrichent des portions de territoire et sèment en général de la pomme de terre, des haricots, un peu de riz, du maïs. Mais ils emmènent avec eux des chiens aussi, des chiens pour se prémunir des chasseurs de noirs. Et les chiens font des déprédations, notamment dans les nids de pétrels de barreau ou du pétrel noir, etc. Donc il y a le côté des prédations. D'un autre côté, comme ils vivent de manière très isolée dans ces royaumes de l'intérieur, ça c'est tout le travail de Prosper Rêve sur ces territoires de marron, mais aussi de l'archéologie. D'un autre côté, ils sont obligés de se soigner avec les moyens du bord. Et donc ils tentent, ils expérimentent, à leurs risques et périls parfois, les vertus médicinales des plantes, mais parfois aussi malheureusement toxiques, comme le petit bois de rempart. Donc ils apportent une connaissance précieuse qui est transmise en fait par la suite, une fois que l'abolition de l'esclavage a lieu en 1848 et qu'ils ne sont plus donc mis au banc de la société. Eh bien c'est cette transmission-là, la connaissance des plantes médicinales, aussi bien à Maurice qu'à Bourbon-la Réunion, elle va être beaucoup due à ces marrons qui s'étaient réfugiés dans l'intérieur et qui se sont soignés comme ils ont pu avec un certain nombre de plantes endémiques qui n'existaient que sur ces îles-là. Ce n'étaient pas les mêmes plantes qu'à Madagascar ou les mêmes plantes qu'en Afrique orientale. Donc ils ont procédé par essai-erreur. Bon, paix à l'âme de ceux qui ont été victimes des erreurs.
Mais toujours est-il, moi je me suis posé la question par exemple, est-ce que c'est à eux qu'on doit l'expression créole, très imagée, bois d'œuf et pied d'œuf? Parce que dans la langue créole, on fait vraiment très attention entre pied de banane, etc., ou bois de banane. Hein, on fait vraiment une distinction très forte entre les espèces endémiques et les espèces qui ont été introduites. Quant aux engagés, c'est ce qu'on voit ici sur le tableau, eux ils ont introduit les épidémies. Et il a fallu donc variole, choléra, la lèpre aussi, hélas, la peste, le paludisme, et il a fallu donc mettre en place des systèmes de précaution, notamment les fameux lazarets. Alors on connaît ceux de la Grande Chaloupe. Dans les textes, il évoquait un lazaret à Saint-Pierre. Je ne sais pas où il était. Donc si quelqu'un a des informations sur le lazaret de Saint-Pierre, on est preneur de ce type de choses. Et ces travailleurs propagent de nouvelles atteintes à la santé ou à l'environnement. Bon, ceci dit, ceux qui survivent travaillent dans les usines, notamment les sucreries. Dans les sucreries, on a besoin de chaux, notamment dans le processus de défécation. Et cette chaux, on va la chercher dans la barrière de corail. Ça tombe bien, la dynamite a été inventée par Nobel à la fin du 19e siècle. Avant ça, on utilisait de procédés explosifs qui détruisaient très bien aussi la barrière de corail. Et il faut attendre, donc atteinte très forte là aussi au récif autour de l'île, il faut atteindre un arrêté très tardif, 9 juin 1969, le préfet Vaudeville qui interdit la récolte de corail dans le lagon, et ça sera donc le dernier four à chaud à Saint-Leu, le four à chaud Méralican. Mais il y en avait plusieurs sur Saint-Pierre, dont un qui est encore visible, mais il est à l'intérieur d'une propriété privée, d'un immeuble privé. Bref, après cette période d'intense prolifération, humaine en particulier, au tournant de la départementalisation, le préfet Debré en particulier s'aperçoit que c'est la catastrophe. Les progrès médicaux ont permis à la natalité de diminuer légèrement. Mais cette légère diminution, je vous ai mis les pyramides des âges, je crois qu'on les voit, c'est les pyramides des âges de la Réunion. Tout en haut, c'est 1954. On voit l'énorme base, la très grande quantité de jeunes. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la pyramide de 1954, c'est la première tranche. Parce que là, on voit la très forte mortalité infantile aussi, dans la première année. Voilà. Donc une pyramide caractéristique de ce qu'on appelait à l'époque les pays du tiers-monde. Et panique générale, il faut absolument freiner cette expansion démographique. Alors toutes sortes de mesures vont être prises, mise en place du planning familial, parfois contre le gré des personnes. Là, vous avez une photographie de presse de l'époque qui montre des femmes qui consultent un planning familial, mais ça a été parfois des atteintes douloureuses et difficiles, du côté de l'Est en particulier, la fameuse clinique du docteur Moreau. Voilà. Mais il faut se mettre... alors, c'est pas que je cherche à justifier les pratiques qui ont été faites à l'époque, mais on est dans une période où la transition démographique est comparée à celle qui se fait dans les pays du tiers-monde, et on considère qu'elle conduit à une véritable... on a l'impression d'avoir une bombe démographique prête à exploser. Donc, ces mesures, j'ai été surprise de découvrir qu'elles avaient existé aussi dans nombre d'autres territoires, en particulier, non seulement en Australie, avec les populations aborigènes, ou en Nouvelle-Calédonie, mais également, curieusement, au Groenland. Au Groenland, un certain nombre de femmes ont été stérilisées dans les années 60 contre leur gré et un peu pour les mêmes raisons. Il fallait contrôler, modérer l'accroissement de la population par rapport à la disponibilité des ressources. Donc c'est un immense travail de compilation, de recherche de données qu'il a été difficile d'obtenir parce qu'un certain nombre d'archives n'ont été déclassées que très tardivement au niveau de la DAS en particulier, et sur lesquelles a travaillé Gilles Gauvin,
Bon, moi j'ai mis en illustration, vous pouvez consulter son rapport sur le site du Sénat, il est très documenté, il n'est pas le seul à l'avoir rédigé, hein, c'est un travail collectif, mais c'est très bien aussi de lire Piments d'oiseaux, voilà, et puis les témoignages comme enfants de l'exil, pour ce qu'on a surnommé les enfants de la Creuse. Et puis la dernière pyramide, c'est une projection pour 2030, où là on voit une bombe inverse. Moi je fais partie de cette bombe, hein, c'est les personnes âgées. Voilà, on va être tout un tas de vieux, pas forcément dynamiques. Dans ces années-là, il va falloir s'occuper de nos petites charrettes et de nos fauteuils roulants. Voilà, donc les modifications, les préoccupations écologiques du moment. Alors ici, pour avoir une idée des conséquences de cette explosion démographique, j'ai récupéré sur Géoportail une photographie aérienne de 1961 sur la tâche urbaine de Saint-Pierre. Voilà. Et puis, je l'ai comparée avec une photographie actuelle, 2017. Hein, vous voyez toute la différence. J'ai essayé de les mettre à peu près à la même échelle. Mais on voit l'impact énorme. Alors cet impact, il a des effets à la fois sur les nappes phréatiques, sur les effluents, sur ce qui s'écoule dans le lagon. Évidemment, il y a la pression foncière. Hein, par exemple, les zones industrielles de Saint-Pierre, je pense en particulier à la zone industrielle numéro 2 qui ont été construites ou numéro 3 sur de très belles terres fertiles à Cannes. Voilà. Et puis ici, en particulier sur cette image de Géoportail, les résolutions sont beaucoup plus intéressantes que Google Earth. Vive la technologie européenne. On voit très bien ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est-à-dire un effet conurbation entre Saint-Pierre, le Tampon et Ravine-des-Cabris. Quant à Saint-Louis, l'effet conurbation pourrait se produire, mais vous avez la grande barrière de la rivière Saint-Étienne voilà. Mais grosso modo, vous en éprouvez déjà les effets par les nombreux embouteillages au moment des heures de pointe, et même quand ce ne sont pas les heures de pointe d'ailleurs. Du coup, les réponses actuelles sont, dans un premier temps, des réponses pour préserver ce qui peut l'être encore au niveau de la faune et de la flore. Donc les héritages, dans un premier temps, ça a été la mise en place de parcs. À l'origine, le parc de la Réunion, il était prévu d'en faire plutôt un parc régional. Mais les enjeux, râler-pousser comme on dit en créole, étaient tellement importants entre les différents intervenants, communes, parcs, collectivités, associations, particuliers, agriculteurs, etc., que finalement, le commissaire de l'époque, M. Merlin, a fait la proposition que ce soit un parc national. Et donc, aujourd'hui, le parc de la Réunion est un parc national, ce qui permet une gouvernance à la fois sous l'égide de l'État, mais qui permet de réunir un plus grand nombre d'acteurs et contrairement à ce qu'on peut penser parfois, puisque j'ai eu un violent détracteur lorsque j'ai présenté cette conférence à Saint-Paul, en réalité c'est plutôt une garantie démocratique. Voilà, donc je vous ai mis des chiffres qu'on peut trouver facilement sur le site du parc. Sa superficie qui est immense, qui couvre une bonne partie de l'île, mais en réalité qui n'empêche pas totalement les activités économiques, parce qu'il y a un cœur de parc, il y a une aire d'adhésion, et les espaces véritablement complètement fermés à toute activité sont finalement relativement peu nombreux, très circonscrits, et de toute façon n'auraient pas pu être mis en infrastructure, en quelque sorte. Alors, ces parcs concernent non seulement la zone terrestre, mais aussi la zone marine. Donc, une réserve naturelle marine a été créée en 2007 par un arrêté d'État, mais il fait suite à une action qui avait été portée au départ, dans un premier temps, par de simples citoyens. Alors, à la fois des observateurs, des pratiquants des lagons, des universitaires,
jeune université de La Réunion, en particulier en sciences, et puis qui se sont montés en collectif, en une association. Et c'est cette association qui a fini par faire porter ce projet de création d'un parc marin. Et ça a été le cas dans l'ensemble des îles. Souvent, les actions ont émané au départ, avant d'être reprises par la puissance publique, ont été portées par des associations. Donc ça a été le cas à Maurice avec la création de Blue Bay Marine Park, et puis plus récemment Balaclava, de l'autre côté de l'île, et puis à Rodrigue, c'est l'île aux chats. Dans un premier temps, on n'a pas touché au lagon proprement dit, puisqu'il constitue, bien qu'étant immense, le garde-manger de beaucoup de Rodriguais avec la pêche aux ourites. Alors ce qui a été décidé il y a quelques années, c'est simplement, mais ça a été une action très importante, l'interdiction de la pêche aux ourites pendant la période de reproduction de ces fameuses ourites, lorsque des associations justement se sont rendues compte de la raréfaction de la ressource et surtout de la diminution de la taille des ourites en question. Donc à terme, c'était de toute façon la condamnation presque à la famine, quoi, hein, d'une bonne partie de la population qui continue de se nourrir de cette manière-là. À ces arrêtés de protection qui dépendent de la puissance publique ont été ajoutées des réserves de pêche. C'est valable aussi pour la Réunion. Puis au niveau terrestre, ça va être par exemple les espaces naturels sensibles et tout un tas d'arrêtés de protection, de biotopes, SNIEF 1, SNIEF 2. Enfin, il y a une jungle incroyable. Si vous voulez vous y plonger, il suffit d'aller sur le site de la DEAL de la Réunion. J'avais essayé de faire ce travail pour la commune du Tampon et je m'étais rendu compte que une dizaine d'acteurs différents intervenaient dans la protection de presque un quart du territoire, qui était mis comme ça sous arrêté de protection. Alors les héritages, ils conduisent à des, comment dire, j'insiste maintenant sur les acteurs, à des actions différentes. Alors j'ai essayé de faire un petit tableau comparatif qui résulte au départ du travail d'élèves du lycée Bois-Joli-Potier, avec qui nous avions mené à l'époque des voyages d'études dans les 3 îles de l'archipel, enfin dans les 2 autres îles puisqu'ils venaient d'ici. Voilà, on s'intéressait à la politique des déchets, de l'eau, de la biodiversité, l'énergie. Cohésion sociale est venue plus tard, et puis il manque dans ce tableau tout ce qui concerne l'agriculture bio, qui commence à se développer à La Réunion, qui est très très peu développée à Maurice, mais qui par contre, de façon tout à fait un petit peu naturelle, est très très développée à l'île Rodrigue, qui utilise peu d'intrants, peu de pesticides. Donc les acteurs sont variés. Alors j'ai mis... pour La Réunion, le CC, ça correspond à des collectivités de communes. Hein, c'est les collectivités que vous connaissez, les 4 collectivités, Sinor, Sirest, et puis pour le sud, c'est Sud et Cassud qui sont réunis pour la gestion des déchets. À La Réunion, des centres d'enfouissement qui arrivent à saturation. Ça fait des années qu'on dit qu'ils vont arriver à saturation, qu'ils sont à saturation, mais qu'on continue toujours de les remplir allègrement, hein, puisque nous produisons des déchets tous les jours. Grosso modo, en moyenne, un Réunionnais produit un peu plus de 430 kg de déchets par an et par personne. Il faut savoir que ce chiffre a été réduit. Il était de 500 et quelques kilos il y a encore une dizaine d'années. À Maurice, il est autour de 537 kg par an et par personne. Les Mauriciens utilisent énormément de plastique. Et à Rodrigue, par contre, il est très faible. Il est très faible parce que très tôt, l'Assemblée locale, qui est une sorte de, on pourrait appeler ça une sorte de parlement autonome, hein, qui s'est détaché qui a obtenu gain de cause auprès des autorités mauriciennes. Donc ils prennent des décisions de manière autonome, bien sûr avec l'aval de Maurice, mais ce sont des décisions qui sont prises par des commissioners, comme ils le disent, hein, à l'échelle locale. Ils ont pris très tôt la décision d'interdire complètement le plastique sur leur île. En ce sens, ils sont précurseurs dans les 3 Mascareignes. Et ils ont pris très tôt aussi des arrêtés de protection en ce qui concerne l'eau, parce qu'ils subissent, eux, depuis de très nombreuses années, ce qu'on appelle le stress hydrique. Et donc, chaque membre de la population crée ses propres réserves d'eau, bien qu'il y ait la Mauritius... CWA, c'est Central Waste Authority,
gère aussi les eaux à l'île Rodrigue, mais en fait ça dépend beaucoup de l'action privée en réalité. Et puis ces réserves en eau sont relativement bien gérées finalement. Et pour ce qui concerne les hôtels, qui ont causé une très grosse déprédation au moment où on en a construit énormément, au moment de la mise en tourisme de l'île Maurice, après les indépendances. À Rodrigue, par contre, très tôt, la décision a été prise de n'autoriser l'ouverture des hôtels que s'ils apportaient la garantie qu'ils géraient de façon autonome et sans impact sur l'environnement, à la fois leur approvisionnement en énergie et surtout le recyclage des eaux usées. Donc, en ce sens, ils sont aussi en avance, en particulier sur les 2 autres îles des Mascareignes. Donc, le tout, c'est pour vous montrer que, en fait, actuellement, c'est une synergie entre, alors, petite parenthèse, la tortue d'Aldabra est sauvée, elle repeuple les autres îles. Entre le dernier moment où j'ai fait cette présentation à Saint-Paul et aujourd'hui, j'ai appris qu'à Agalega, qui est un autre atoll dans le nord de l'océan Indien, où les tortues viennent pondre théoriquement. Une immense base indienne est en train d'être construite, enfin elle est quasiment finie, dans les bruits de bottes actuels qui concernent un peu l'ensemble de la planète, où chaque grande puissance régionale pose ses jalons. Donc ça c'est aussi un élément dont il faut tenir compte dans le développement actuel de... Je vais revenir sur Mayotte. Voilà. Agalega, c'est dans le nord-est de Maurice. Voilà, ça dépend du gouvernement mauricien. C'est une dépendance mauricienne, Agalega. Donc, a autorisé l'Inde à faire une base militaire. Pardon? Il a autorisé l'Inde à faire une base militaire. Oui. Dans un premier temps, c'était un accord plus ou moins secret, mais tout le monde était au courant. Voilà. Et puis, de toute façon, maintenant, avec les images satellites, la preuve en est, plus rien ne peut rester secret bien longtemps. Là où je voulais en venir, c'est à ce schéma-là, qui est une sorte de schéma vertueux dans un premier temps, c'est-à-dire que lorsque l'État, les collectivités locales, la déclinaison de la puissance publique à la fois verticalement, je prends l'exemple de la Réunion, par l'intermédiaire du préfet et de tous les services qui en dépendent, mais aussi les collectivités publiques qui sont une émanation de la population, les familles, les associations, les acteurs privés, les entreprises, lorsque tout le monde prend conscience d'un même problème et se met d'accord pour un certain nombre de décisions, ce qui était le cas par exemple, je précise quand même pour le parc national, ou théoriquement pour le parc, la réserve naturelle marine, à ce moment-là on a une sorte de cercle vertueux qui permet un bon fonctionnement et une résilience. Ce qui est observé, ce qui a été observé dans les 3 îles d'ailleurs, à Maurice au niveau de la forêt de réserve noire, ou bien dans l'île aux Aigrettes par exemple, et à Rodrigue pour la question du lagon. Par contre, il suffit qu'il y ait un seul des éléments qui ne soit plus en phase avec les autres, ou qui exprime son désaccord, mais y compris dans ses actions sur place, pour que à ce moment-là, cet équilibre très fragile soit rompu. Donc, en fait, le schéma, c'est un petit peu pour montrer, ce que c'était un peu l'idée que Richard Grove défendait aussi, c'est que le dialogue doit être permanent. C'est pas parce qu'une réserve a été créée ou un parc a été créé ou qu'une action a été entreprise vertueuse au niveau d'une entreprise pour limiter ses effluents. C'est le cas par exemple pour le projet d'incinération qui soulève des enjeux divers. Sans arrêt, en fait, le dialogue est nécessaire pour que la cohésion entre tous les acteurs soit maintenue. À quoi sert par exemple une installation vertueuse de traitement des déchets si la population ne suit pas derrière ou éventuellement ne trie pas? Voilà. C'est-à-dire que tous les éléments doivent coopérer, et coopérer, ça veut dire aussi se tenir informé, soit par la presse, soit les organismes officiels. Alors je reviens un petit peu en arrière. Mayotte ne fait pas partie des Mascareignes, mais j'avais
inclus ces éléments d'information dans le diaporama parce qu'au moment où j'avais présenté ce travail, la première fois, c'était une demande du rectorat de La Réunion dans le cadre de la semaine du développement durable. Et on m'avait demandé de faire une présentation sur ce thème-là. Et c'était l'année, en 2021, où venait d'être créé le parc, la réserve naturelle nationale. Donc là aussi, hein, une gouvernance au niveau de l'État, des forêts de Mayotte. Avec un cas très particulier à Mayotte, c'est le phénomène des padsas au sommet des montagnes, c'est-à-dire là où les forêts ont été défrichées, on a prélevé, que ce soit les habitants ou les entreprises qui ont prélevé un certain nombre de bois plus ou moins précieux dont ils avaient besoin, eh bien on constate une latérisation très rapide et un phénomène d'imperméabilisation et d'érosion du sol. C'est ce que vous montre la deuxième photographie ici. Et puis un ruissellement qui, plus bas, en aval, conduit malheureusement à un phénomène qu'on connaît bien aussi à La Réunion, c'est les terres fertiles qui s'en vont vers la mer. C'était là l'intérêt de créer cette réserve naturelle des forêts de Mayotte. Mais à Mayotte, on essaye de préserver aussi la ressource avec les tortues. Il y a tout un effort d'information de la population en ce qui concerne les tortues qui est mené aussi bien au niveau de l'État, mais surtout par des associations qui là ont un impact très très fort. Voilà. Donc, beaucoup de lectures pour construire ce travail, insuffisant, plein d'imprécisions et pas forcément en profondeur, mais voilà, qui permet en tout cas de faire un panorama rapide sur le rôle que nous devons tous jouer dans ces notions de développement durable, qui reste un compromis, un équilibre à un moment donné, mais qui est toujours fragile, et dans lequel il faut sans arrêt veiller aux besoins du développement des sociétés, aux besoins du développement économique, social, qui est absolument nécessaire, et en même temps, préservation de toutes sortes de ressources. Je vous remercie pour votre attention. La parole vous appartient maintenant pour partager votre point de vue avec Dominique et puis peut-être éclaircir tel ou tel point. Voilà, alors qui veut entamer l'échange? Ah oui, alors, vous passez du coup. Tout simple. Vous avez dit que Michel Debré était préfet. Non, j'ai pas dit ça. Ah, c'est ce qu'on a entendu. Ah, alors ma langue a fauché, excusez-moi. Je rends le micro. J'étais députée. Bonjour, merci beaucoup Dominique, c'est une conférence remarquable, extraordinairement intéressante, formidable. J'ai une petite question, moi, vraiment pratique, puisque j'habite à Saint-Pierre depuis 4-5 ans, ou 6 ans, je ne sais plus, et c'était concernant ces sites d'enfouissement. Je crois savoir, on m'a expliqué qu'il y a très très longtemps, la plage de Pierrefonds, c'était un site d'enfouissement de pneus, de vieux pneus qui avaient été 50 ans de pneus qui ont été entassés là. Ensuite on a construit des dunes, enfin voilà, et y compris le replat où on voit voler des gens qui vont faire du cerf-volant, tout ça, et là c'est un ancien site d'enfouissement. Alors moi je me posais la question de l'information. C'est vrai que, est-ce qu'on a une trace, est-ce qu'on a une traçabilité, est-ce que ça me paraît important de savoir où c'est. Parce que j'ai l'impression que ça continue, parce que j'ai un voisin en dessous de chez moi, il enfouit ses pneus, des vieux pneus, il en a partout, dans son jardin, et ensuite il bétonne, ça lui permet de faire des terrasses. Alors voilà, je m'inquiète là-dessus. En ce qui concerne les pneus, il y a une législation aujourd'hui pour les pneus, les batteries, etc. Et en principe, tout est soigneusement, théoriquement contrôlé. En ce qui concerne la déchetterie de près de Pierrefonds, en réalité, nous l'avons visité plusieurs années de suite avec les élèves de Bois-Joli-Potier, et au cours en gros ça s'est étalé sur 6-7 ans, on a vu l'évolution de la prise en compte et puis surtout le gros effort qui était fait pour inciter au tri et au recyclage. Ça s'est considérablement développé. Il est clair qu'avant, c'était des décharges sauvages. Au Tampon, par exemple, alors moi je connais plus le Tampon que Saint-Pierre.
Au tampon, les gens qui habitaient à proximité des ravines, les ravines servaient d'effluents naturels, donc tout ça partait dans le lagon, ça c'est clair. Les ravines étaient des dépotoirs. Et sinon, au tampon, il y avait une sorte de décharge à ciel ouvert sur la route de la plaine des Cafres, voilà, qui a été ensuite recouvert, mais ça continue toujours à faire monter dessous parce que de temps en temps, on voit que ça fume. Alors, cette terre est révolue. Aujourd'hui, même les lixivias, vous savez, les jus de déchets, sont récupérés de manière très méthodique et sont même valorisés maintenant sur le site de Pierrefonds puisqu'il y a une méthanisation de ce lixivia. Reste un problème pour l'utilisation dans les champs des déchets type compost. Parce que la réglementation européenne, en principe, l'interdit à cause des virus ou des bactéries. Dans la réalité, il semble, d'après les témoignages qu'on avait à l'époque, que ça pouvait très bien continuer, enfin, être utilisé pour fertiliser les champs. Toujours est-il que, par exemple, toujours au niveau de la commune du Tampon, il y a un espace de stockage de ces déchets verts, de ces déchets végétaux, au niveau, pas loin du Pas de Bellecombe, là, plus haut que Bourg-Murat, où la population peut se servir et utiliser ces déchets compostés pour fertiliser ses jardins et espaces personnels. En ce qui concerne l'île Maurice, le problème est toujours d'actualité, parce que l'île Maurice, il n'y a pas de gestion au niveau de l'État des déchets. Donc les déchets sont enfouis, enfin, à un moment donné, je l'ai cité dans le petit tableau ici pour Maurice, vous voyez Marchicose. C'est une des premières choses que vous apercevez quand vous atterrissez à Maurice, à côté de la piste, voilà, à côté du tarmac, il y a Marchicose. C'est la première chose qu'on voit de Maurice, c'est son immense tas d'ordures, quasiment à ciel ouvert. Et c'est un gros problème pour les autorités, parce que elles ne se sont pas saisies de cette question. Donc maintenant, il y a une forte demande de la population pour qu'il y ait une gestion beaucoup plus sérieuse des déchets à Maurice. Pour l'instant, une partie de ces déchets est prise en charge par des associations qui fonctionnent beaucoup avec du bénévolat et qui font à la fois de la collecte, de la sensibilisation au tri et des tentatives de recyclage. Voilà. Par contre, pour Rodrigue, la gestion des déchets, qui était aussi, dans un premier temps, entassée à ciel ouvert pas loin de la plaine Corail, il y a maintenant un processus de tri, de collecte et tentative de recyclage des déchets. Alors, je n'ai pas vraiment répondu à la question parce que je ne sais pas, honnêtement, pour Pierrefonds, cette histoire de pneus, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Mais je sais pour avoir travaillé il y a longtemps avec ATD Carmonde, à l'époque où il y avait encore des bidonvilles à Saint-Pierre, là où il y a, dans la zone qui s'appelait à l'époque Tipari, les déchets étaient juste à côté. Voilà, tout était jeté là, en plein vent, à ciel ouvert, quoi. Voilà. Pour information, il y a une usine au port qui recycle les pneus. Et ils font les tapis qu'on trouve dans les salles de sport. Oui. Voilà, oui, ça existe, hein. Les pneus sont récupérés, ainsi que les batteries. Oui, c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on avait constaté en faisant les visites du centre de traitement des déchets de Pierrefonds, c'est qu'au fil des années, plusieurs usines se sont installées, alors soit des usines, soit aussi des associations qui font de la récup, de réparation, comme Réparali, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce recyclage des pneus, ça donne lieu maintenant à des produits très intéressants, dont vous pouvez voir la publicité dans ces magazines gratuits comme Maison Créole et toutes ces choses-là, mais aussi dans d'autres revues ou journaux locaux. En fait, c'est vrai qu'il y a un effort, il y a une prise de conscience, et ce qui est intéressant, la prise de conscience, elle va plus loin, c'est que même dans un esprit d'ordre économique, l'économie n'est pas forcément, le développement économique n'est pas forcément incompatible avec la prise en compte de la préservation de l'environnement, puisque justement, cet exemple-là montre qu'on peut
ça peut créer des activités nouvelles, du travail, on peut embaucher des employés, etc. Voilà. Bonsoir et merci beaucoup pour votre conférence. Alors, je voudrais revenir sur le cas de Rodrigue. À Rodrigue, en fait, les Rodriguais ne souhaitaient pas que ce soit pendant seulement la période de reproduction que des ourites qu'il y ait interdiction de la pêche. En fait, ils souhaitaient avoir un programme pluriannuel sur une partie du lagon qui soit carrément interdit à la pêche, et puis quelques années plus tard, une autre partie du lagon, etc. etc. C'était leur vœu, mais Maurice a décidé autrement, donc, et a fait cette proposition pendant la période de reproduction. Ceci entraîne le phénomène suivant, c'est-à-dire que pendant effectivement cette période de reproduction, les pêcheurs ne travaillent pas. Donc, nous à Dadas, l'association des Amis des Arbres, nous replantons une forêt qui a disparu à Grande Montagne. Hein. Donc, les pêcheurs sont employés à la pépinière du For New Life Foundation pour planter non seulement les espèces endémiques, bien sûr, mais ensuite pour les repiquer dans la forêt future de Grande Montagne. Donc, ils sont payés à ce moment-là pour cette replantation d'une forêt qui a disparu et qui va revivre. En fait, nous, à Dadas, on a planté 2500 arbres à peu près, et donc il y a d'autres partenaires, bien sûr. Et le troisième point, c'est que les tortues d'Aldabra qui avaient été rapportées sur l'île, et qui se trouvaient donc à côté de l'aéroport, aujourd'hui, donc, on a remis des petites tortues Aldabra dans la forêt de Grande Montagne, afin de voir comment est-ce qu'elles peuvent, si vous voulez, se maintenir non seulement dans la forêt, mais en même temps préserver cette forêt aussi, ne pas manger tous les plants, etc. Donc on étudie à l'heure actuelle sur un territoire bien circonscrit comment se développe le mariage entre les tortues et la forêt future qui est en train de croître. Voilà, merci. Oui, à propos des tortues, justement, c'était... alors, c'est toujours Mauritian Wildlife Foundation. Dans l'île aux aigrettes, ils se sont rendus compte que ces tortues, en fait, en mangeant les graines des arbres, puis ensuite en faisant leurs besoins naturels, en fait, aident à la régénération de la forêt. Et donc, voilà, c'est ce processus-là qui a été mis en évidence et qui apparemment est réutilisé aussi à Rodrigue. En ce qui concerne l'interdiction de la pêche aux ourites, dans un premier temps, c'était 2 mois, ensuite je crois que ça a été encore étendu, mais l'idée était aussi, à ce moment-là, l'obligation pour les pêcheurs de se faire recenser en tant que pêcheurs de zourites, et ils ont été aussi employés, ils ont eu aussi la jouissance de jardins collectifs à Rivière-Banane. Voilà. Et à Rivière-Banane, donc, il y avait les moyens de s'approvisionner pendant la période d'interdiction de la pêche aux zourites, en cultivant des légumes sur des jardins collectifs, en fin de compte, qui étaient mis gracieusement à disposition. Il y avait à payer une redevance il y a toujours à payer une redevance très minime, juste pour l'usage de l'eau. Et le coin de Rivière-Banane est plutôt fertile, la terre est bonne dans ce coin-là. À propos des ourites, je sais que l'Assemblée a mis, enfin le chief commissioner, mais j'ai oublié son nom puisque les élèves l'avaient interviewé à l'époque, ils avaient mis en place aussi un concours, c'est-à-dire que quand l'interdiction est terminée, il y a un grand concours de pêche. Et justement, à cette occasion, c'est aussi l'occasion de vérifier que la taille des ourites redevient importante, puisque le concours de pêche, c'est aussi on pêche la plus grande zourite. L'idée, c'est de ne pas prélever les juvéniles, justement, et voilà.
Mais oui, vous avez tout à fait raison. Et il faut reconnaître que cette association mène un travail gigantesque, aussi bien à Maurice qu'à Rodrigue, Mauritian Wildlife Foundation. Il y a un énorme travail avec des personnes qui ne sont pas toujours très bien payées et qui ne ménagent pas ni leur temps, ni leur peine, ni leur enthousiasme pour ces opérations de rénovation de la biodiversité. Et je me souviens vous avoir entendu dire que, effectivement, au niveau de réserve de grande montagne, avec l'arrachage des técomas qui avaient été plantés pour l'exploitation du bois et le retour, la réintroduction de la biodiversité avec ces espèces endémiques, la rivière s'était remise à couler. Voilà. On a un phénomène vertueux là qui est très intéressant. Tu as eu raison de souligner aussi le travail que peut représenter chaque individu, travail citoyen en quelque sorte pour cela. Je me demande si la législation en fait liée aux constructions est toujours bien respectée. On sait par exemple que quand il y a un lotissement qui est construit, les promoteurs sont obligés normalement dans les permis de construire de maintenir un certain nombre d'arbres existants, voire d'en planter. Or, le contrôle n'est jamais fait. Le résultat, c'est qu'en fait, il y a je vais employer le mot, une dévégétalisation des zones urbaines. Pire encore, quand les communes de temps en temps, justement, revégétalisent, il y a aussi le phénomène qui est le suivant, à savoir que les gens, quand ils passent, ils cassent une branche, ils en cassent une autre, etc., jusqu'à mettre à mort l'arbre en question. Alors, de ce point de vue-là, quelle action peut-on vraiment mener pour exiger en quelque sorte des pouvoirs publics, les communes, que le respect soit fait des règles, je parle des promoteurs, ou bien éducation citoyenne? L'éducation, elle est devenue obligatoire maintenant dans les programmes scolaires. Il y a ce qu'on appelle une éducation au développement durable, qui en principe n'est pas faite sous forme de cours, mais justement sous forme d'activité. Et le fait de participer régulièrement à la semaine du développement durable avec le rectorat de La Réunion me permet de me rendre compte que beaucoup d'actions sont menées auprès des jeunes qui sont vraiment très très sensibilisés sur ces questions-là. Il y a vraiment un gros effort à la fois d'imagination, d'innovation et de prise de conscience qui est à l'œuvre ici. En ce qui concerne les collectivités, c'est pas de mon ressort. Moi, j'agis simplement en tant que citoyenne. Et en tant que citoyenne, je trouve que la démarche, la première, c'est effectivement de se tenir toujours informé et puis dans sa pratique quotidienne de s'interroger sur nos gestes effectivement de consommation. Ça, c'est évident. Après, je me souviens que c'était justement pour les amis de l'université, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il y avait un géographe qui était venu et à l'époque, j'étais avec l'association des professeurs d'histoire-géographie. Tu nous avais demandé si on pouvait lui proposer quelque chose et on avait emmené cette personne visiter les jardins collectifs de l'Achatoire au Tampon. Et à cette occasion-là, moi, je m'étais intéressée un petit peu à tous ces espaces préservés sur la commune du Tampon, d'une manière ou d'une autre, puisque, un peu un travail de recension, en quelque sorte. Et j'avais été surprise lorsque j'avais comptabilisé dans un tableur l'ensemble des espaces naturels sensibles, des SNIEF 1, SNIEF 2, etc., des arrêtés de biotope et toutes ces choses-là, de me rendre compte que presque un quart du territoire de la commune est sous protection. C'est énorme. Et quand on parle des palmiers, je sais qu'il y a une controverse sur la dissémination possible des graines, mais je sais par ailleurs aussi que ce parc qui avait été construit dans un premier temps dans un enthousiasme un peu de collectionneur, s'achemine progressivement vers une vision beaucoup plus scientifique de la chose, en particulier au niveau de son agrandissement. Donc on peut espérer, voilà, c'est toujours que à chaque fois, dans chaque instance, il y ait des personnes compétentes
qui soit recruté, qui ait surtout droit à la parole et dont les avis puissent être éventuellement suivis. Voilà. Mais on en revient toujours à la même chose finalement. Que ce soit dans une instance collective ou que ce soit à titre individuel, ce qui compte, c'est son degré de conscience personnelle, son degré d'implication et sa capacité au dialogue aussi. Toujours. Oui, chez moi j'ai un composteur, et apparemment vous avez dit que le composteur n'était plus légaux. Qu'est-ce que j'en fais? Ah bon? Vous m'avez dit qu'il y avait la législation européenne qui interdisait le compostage des végétaux. Vous n'avez pas dit ça? Non. Alors non, moi j'ai compris ça aussi. Non, ah oui, oui, voilà, non, ce qui a prêté à confusion, c'est pas ça. C'est au niveau de voilà, des bouts des stations d'épuration, aussi bien sur Saint-Pierre. À l'époque, on avait visité aussi celle de Saint-Paul. Voilà, c'est ces bouts-là. C'est pas du tout les composts individuels. Hein. Voilà, c'est uniquement les bouts d'épuration. Mais là aussi, les choses changent, c'est-à-dire que la pression des utilisateurs ou des comment dire, des associations éventuellement ou des collectivités locales influent. J'évoquais tout à l'heure, voilà, j'ai intitulé une partie de l'exposé « L'Union européenne à la rescousse ». Toutes les décisions ne viennent pas forcément d'en haut. On perçoit souvent les actions de l'Union européenne comme quelque chose qui est imposé, mais en réalité, il y a un feedback. Et il y a une remontée aussi des constatations, notamment l'Union européenne est très attentive à ce qui se passe dans ces territoires insulaires, et Maurice fait partie des territoires insulaires, mine de rien, associés à l'Union européenne, parce que ce sont des laboratoires. Ce sont des laboratoires parce que ce sont des espaces circonscrits, la population est en quantité limitée forcément, et il y a urgence à prendre en compte toutes ces questions d'adéquation à la fois des ressources, préservation du territoire et du développement économique et social de la population. Donc c'est observé de très près au niveau européen, et souvent des actions qui sont menées ou qui sont parfois inventées sur place peuvent amener à des décisions qui sont prises à un plus haut niveau. Voilà. Et dans ce chapitre-là, je voudrais préciser justement que l'Union européenne arrive à la rescousse, par exemple, d'un département d'outre-mer comme la Réunion, comme Mayotte, au titre des régions ultrapériphériques. Ça, c'est le traité d'Amsterdam. Mais vous avez aussi, dans le cadre des accords ACP et d'autres accords, une intégration des autres îles de l'océan Indien. Alors, il y a un acteur dont je n'ai pas parlé, parce que j'ai du mal à voir ce qu'il fait vraiment. C'est la Commission de l'océan Indien, qui existe depuis de nombreuses années, qui est, à mon sens, une organisation très intéressante, mais qui a un volet développement durable, préservation des ressources, mais pour l'instant, voilà, ils sont hébergés à Maurice, hein, leur siège social est à Maurice. Il y a du travail qui est fait, hein, il y a des rapports, voilà, mais j'ai beaucoup de mal à voir ce qui est fait en concret sur le terrain. Oui, je voudrais avoir un point d'information au niveau de la limitation des eaux internationales. J'ai cru comprendre, enfin, crois me souvenir, que cette limite était en réduction et que bon, c'était la porte ouverte à toutes les pêcheries chinoises, russes, etc., sud-est asiatiques, et quel impact ça a sur les ressources au niveau et la préservation au niveau des îles de l'océan Indien, de Maurice, Réunion. Alors, il y a plusieurs choses. Je voudrais savoir quelle est la... Normalement, il y a ce qu'on appelle la zone économique exclusive, la ZEE. La ZEE française, c'est au contraire agrandie, notamment dans les mers australes.
c'est-à-dire vers les Kerguelen et les territoires austraux. Donc là, il y a eu un agrandissement récent. Le gros problème, c'est la surveillance de ces eaux. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas assez de bateaux, d'effectifs, les bateaux sont basés ici à La Réunion, pour lutter contre les pêches illégales et la piraterie. D'autre part, actuellement, il y a une grosse pression qui est exercée au niveau international pour l'exploitation de ce qu'on appelle les modules polymétalliques, qui reposent sur les planchers océaniques. Or, apparemment, l'océan Indien est convoité à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, voilà, je suis en train d'essayer de m'informer sur la question. Je pense que dans quelques temps, il y aura un petit billet sur notre page Facebook sur cet aspect-là. Mais de toute façon, les choses ne sont pas clairement arrêtées pour le moment, puisqu'il y a des négociations internationales sur l'exploitation de ces ressources. Il faut savoir que ces nodules polymétalliques sont clairement convoités aussi en lien avec notre consommation à nous en matériel électronique. C'est directement en particulier lié à ça, ou bien au développement des voitures électriques pour les batteries, au lithium, et il y a d'autres minerais qui entrent en ligne de compte pour ce type de technologie. Voilà. Êtes-vous au courant de l'usine qui se construit à Pierrefonds d'incinération pour les déchets? Alors moi j'ai entendu dire que cette usine-là ne pourrait pas fonctionner parce qu'il n'y aurait pas assez de déchets. Alors je répète ce que j'entends, hein, je visite un peu à droite à gauche. Voilà, est-ce que vous êtes au courant de cette usine qui est en construction? Ça fait plusieurs années que je ne suis pas retournée sur le site de Pierrefonds et que je ne suis pas au courant avec les acteurs locaux. Normalement, il y avait une société qui s'était créée qui s'appelle Ileva, et c'est elle qui avait été en charge en partie du projet. Très conflictuel au niveau de la population, si bien qu'on ne parle pas d'incinérateur ou d'usine d'incinération, mais d'usine de traitement ultime des déchets. Enfin, c'est une périphrase, hein. Voilà. Bref, Maurice aussi est en train de s'acheminer vers ce type de solution. Les Antilles l'ont déjà adopté. Ça existe déjà en Martinique. Voilà, avec ces usines de dernière génération qui ont des dispositifs de réduction comment on appelle ça, d'émanation de l'air, hein, des particules toxiques dans l'air. Mais il est clair que de toute façon, il y en aura forcément qui seront relâchés. Après, en ce qui concerne l'approvisionnement, effectivement, c'est un peu en contradiction avec la politique de tri des déchets. Et il est vrai que la communication est un petit peu opaque autour de ces projets. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu, d'enjeux aussi proprement dit, et voilà, je n'en sais pour l'instant pas plus que vous sur cette question-là. Pour l'instant, il y a surtout un tri qui est fait. Je suis allée il y a 2 jours. Hein. Donc il y a un tri qui est fait entre les différents matériaux. Mais en fait, au-delà du tri, j'ai rien vu d'autre. C'est tout. Le tri est fait. Moi, je voulais vous recommander d'aller voir le site. J'y suis allée ce matin. J'ai été très très surprise. Je me suis dit, voilà 15 ans que je passe à côté et que je me suis jamais approchée. Il y a des énormes blocs de béton qui sont au milieu. Je me suis demandé si c'était des réservoirs pour éviter les écoulements toxiques dans la mer. En tout cas, bon. Et puis, donc je vous recommande d'y aller. C'est un peu pour ça que je suis intervenue là. Et je voulais te dire qu'il y a peut-être des espaces préservés au tampon, mais j'ai constaté hier qu'ils ont arraché à 2 mètres de hauteur les arbres pluricentenaires qui étaient en face de la piscine pour nettoyer un espace. Ils ont laissé 3 petits regatons de nouveaux arbres qui doivent avoir 2 ou 3 ans. Et tout ça s'est arraché, et quand j'ai demandé pourquoi on avait détruit toute cette propriété qui est une ancienne
un ancien domaine du tampon. On m'a dit c'est parce qu'il va y avoir encore une autre cité HLM qui va se créer ici. Donc je voulais dire ça, les jardins communaux n'existent plus, il y a un immeuble qui a été construit à la place. Donc je voulais dire que peut-être qu'en 2019 c'était très bien, mais en tout cas en 2022, il est en train de se passer des catastrophes au niveau du tampon. Il y a une destruction d'arbres phénoménale pour construire des immeubles partout, dans tout. Ils sont en train de récupérer tous les logements qui n'étaient pas occupés depuis X années à cause de la nouvelle loi. Hein. Il n'y a plus besoin de l'unanimité des propriétaires pour que ça soit vendu. Toutes ces propriétés avec des beaux arbres qui étaient centenaires sont récupérés, les arbres sont abattus et sont des immeubles qui sont en train de passer, d'être plantés à la place. Donc je voulais vous le dire, il faut surveiller et puis se manifester auprès de la mairie. L'autre chose, c'est que quand il y a eu l'agrandissement du parc des Palmiers, il y a eu un audit. Ah, j'ai vu l'affiche, et puis j'ai dit, oh là là, il me reste 2 heures pour y aller. Je suis arrivée, c'était la fermeture, ils m'ont dit, madame, on vous fait rentrer parce qu'il n'y a pas eu de gens qui se sont manifestés. Donc moi j'ai demandé qu'on utilise l'agrandissement de ce parc qui est prévu pour être un parc touristique, principalement, surtout la partie haute avec des jeux, des machins comme ça. J'ai demandé qu'on essaye de faire une zone où toutes les eaux sales du tampon arriveraient, puisque pour le moment ça part dans le sol, avec les roseaux, avec les carteuils et tout ça, pour nettoyer l'eau à la manière de ce qui se passe au Laos, au Vietnam et tout ça. Et on a dit, ah, mais c'est drôle, on n'y a jamais pensé. Donc je voulais vous dire tout ça. Bon, et ben alors je crois que nous pouvons applaudir Dominique parce que il nous a présenté donc un tableau historique de ce qu'ont été les développements des îles, mais aussi une perspective qui n'est peut-être pas aussi catastrophique que nous semblons le dire. En tout cas, formons l'espoir que les jeunes personnes qui sont dans la salle, que je salue, nous garantissent un avenir qui soit plus heureux que les sombres pensées que nous pouvons avoir. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir accueilli ce soir avec Dominique. La conférence méritait vraiment que vous soyez présents. C'est l'avant-dernière du cycle de ce semestre-ci. Je ne saurais trop vous inviter le 13 décembre pour la dernière conférence qui aura lieu. Alors, messieurs, peut-être pourrez-vous vous informer parce que c'est la période où l'on fait des cadeaux et vous pourrez offrir à vos dames une pierre précieuse parce qu'il sera question précisément de l'histoire des pierres précieuses et fines et donc vous serez bien informés pour faire le bon choix. Voilà. Donc, je vous invite le 13 décembre pour l'histoire des pierres précieuses. À très bientôt. Merci de votre présence.